L'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel est sur la table du Conseil européen à Bruxelles. La rencontre regroupe les ministres des Affaires étrangères et les ministres de la Défense du G5 Sahel, de même que les représentants de l'Union européenne. Les 414 millions d'euros comme promesse de financement sont toujours attendus pour accélérer le combat contre le terrorisme dans les pays du G5 Sahel. Dans l'actualité ici au Burkina Faso, le gouvernement, les syndicats et les employeurs font le bilan et les perspectives pour un travail décent. Le sujet est au centre de la célébration du centenaire de l'Organisation internationale du travail. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre des 100 ans de l'OIT. Vous en aurez des précisions dans ce journal. Actualité à l'étranger, au Soudan, les manifestants et les militaires se mettent d'accord pour une transition politique de 3 ans. La formule est désormais trouvée pour un transfert du pouvoir des militaires aux civils. Le contenu de l'accord à découvrir dans les derniers instants de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Nous commençons ce journal par les nouvelles émanant du Conseil des ministres de ce mercredi. On apprend que le gouvernement allège désormais les procédures dans le domaine de l'habitat. L'exécutif s'est également penché sur le fonctionnement des conseils de discipline et sur bien d'autres sujets d'actualité. On fait le point complet avec Idrissa Warga et Aruna Mari. 32 conseils de discipline sur une quarantaine en place au sein des institutions et départements ministériels. Bon nombre de ces structures n'ont pu tenir leurs sessions durant l'année écoulée. Le constat relève du rapport annuel des conseils de discipline soumis ce jour au gouvernement. Cela s'explique en partie par l'insuffisance des moyens et parfois même l'absence de crédit alloué à la tenue des conseils de discipline, au laxisme parfois ou à la complaisance de certains responsables vis-à-vis de leurs agents. De conseil donc à instruire le ministre en charge du dossier, le ministre de la fonction publique, à finaliser une réflexion qu'il nous a proposée afin que nous puissions adopter très rapidement un décret qui permette une amélioration, une redynamisation des conseils de discipline. Des décrets sont également pris par le Conseil des ministres pour faciliter l'obtention des documents en vue de promouvoir l'immobilier. De façon générale, ces décrets-là visent à faciliter les actes qui sont sous-entendus par ces décrets, la construction, la démolition, mais également la conformité et le certificat d'urbanisme. En ce qui concerne par exemple l'obtention du permis de construire, les coûts sont drastiquement réduits, mais les délais aussi. On passe pour certains types de permis de 90 jours à 15 jours. Donc l'objectif, c'est véritablement de faciliter l'action des contribuables dans ces actes afin qu'ils soient dans la réglementation et dans la régularité dans ce qu'ils vont poser comme acte à ce sujet. Dans le cadre du centenaire de Haute-Volta, le gouvernement prévoit une tournée de sensibilisation des forces vives de la nation sur la cohésion sociale. Le Conseil condamne les actes récemment posés à la poste Burkina et invite l'ensemble des acteurs à toujours savoir raison garder. Cap à présent sur Bruxelles où les activités et le financement du G5 Sahel étaient sur la table du Conseil européen hier 14 mai. Les ministres des Affaires étrangères et les ministres de la Défense du G5 Sahel ont présenté les actions et les difficultés de cette organisation aux membres du Conseil européen. Le G5 Sahel attend la concrétisation des promesses de financement faites par le Conseil européen à hauteur de 414 millions d'euros pour combattre le terrorisme. Des précisions avec Ismaël Diloma Sirima. Le Conseil européen rend hommage aux soldats burkinabés tombés sur le champ d'honneur ces dernières semaines. Après la minute de silence, le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari est revenu sur les résultats déjà engrangés par le G5 Sahel à travers sa force conjointe. Mais il s'est principalement focalisé sur les difficultés auxquelles fait face l'organisation. Il s'agit principalement de problèmes de financement. Et ce passage devant le Conseil européen a permis de rappeler que le G5 Sahel attend toujours les 414 millions d'euros promis ici même à Bruxelles en février 2018. Il est donc important que la mobilisation internationale qui s'est faite se traduise très concrètement par des actes, que les procédures soient accélérées, que les décaissements soient accélérés, que l'acquisition des moyens soit accélérée, afin que nos pays qui
consentent beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour leur sécurité, puissent être en mesure de faire face davantage face à l'hydre terroriste. À la suite de ces échanges de Bruxelles, une seule promesse est faite par le Conseil européen, celle d'effectuer le déplacement de Ouagadougou dans les mois à venir. Il va s'agir de donner au G5 Sahel une réponse concrète sur son financement dans son combat contre le terrorisme. La situation est préoccupante et c'est une situation que nous devons gérer absolument ensemble parce que si nous n'avons pas la garantie de la paix au Sahel, si nous n'avons pas la garantie de la paix en Afrique, ça va être l'Europe aussi qui va être touchée. Et je pense qu'à ce niveau, tout le monde l'a compris. L'idée étant d'arriver assez rapidement à doter la force conjointe du G5 Sahel de capacités pleinement opérationnelles de sorte qu'elle puisse être efficace sur le terrain. Avant de parler de toutes ces questions devant le Conseil européen, Alpha Bari a été reçu par le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Avec Federica Mogherini, il s'est agi de montrer à quel point le Burkina Faso est un verrou contre la propagation du terrorisme vers ses pays voisins côtiers. Ici à Ouagadougou, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption fait le bilan de ses activités de 2018. Et c'est à l'occasion de la première session ordinaire de l'année 2019 du Conseil d'orientation de l'ASE-LC, également consacré à l'élaboration du programme des prochaines activités. Et pour être plus efficace, l'institution attend toujours la mise en œuvre effective de la loi relative à son fonctionnement. Yacouba Gamene, Inou Alkojani, Kambiri. À cette première session ordinaire de l'année 2019 du Conseil d'orientation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASE-LC, il ressort qu'en 2018, 4 réunions et 4 sessions sont tenues avec à la clé 7 projets de décrets proposés à l'adoption du Conseil des ministres et 7 projets d'arrêté à l'adoption du contrôleur général d'État. Ces nouveaux textes constituaient le rêve d'une avancée de la lutte anticorruption au Burkina. Ce rêve semble être brisé. Jusqu'à présent, les décrets d'application qui doivent permettre d'opérationnaliser, disons, ces structures-là, ces décrets-là ne sont toujours pas adoptés par le Conseil des ministres. Et là, ça commence à nous inquiéter. Le Conseil d'orientation de l'ASE-LC est né suite à la restructuration subie par l'ASE en 2014-2015 et qui a abouti à sa constitutionnalisation. Le Conseil d'orientation est le lieu de passage obligatoire pour les textes de l'ASE-LC. Tout texte de l'ASE-LC doit recueillir l'approbation du Conseil d'orientation avant d'être soumis au Conseil des ministres. Cette présente session fera des recommandations pour l'adoption du projet de décret fixant le quintum sur les avoirs recouvrés suite aux procédures initiées par l'ASE-LC et son arrêté d'application. À cela s'ajoute le projet d'avis d'appel à candidature et celui portant procédure de recrutement du contrôleur général d'État. Autre titre de l'actualité avec cette question, quels sont les acquis déjà engrangés et quelles perspectives peut-on envisager pour garantir un travail décent au Burkina Faso? Pour trouver réponse à cette interrogation, gouvernement, syndicats et employeurs se sont retrouvés ce matin à Ouagadougou. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 100 ans de l'Organisation internationale du travail. Le compte rendu de Frédéric Etienne Basenga. Le Burkina Faso commémore les 100 ans de l'Organisation internationale du travail. 100 ans à conscientiser les populations, 100 ans à initier les programmes pour une société plus juste. Ils sont tous là, gouvernement, patronat et syndicats. Ils doivent faire le bilan des actions engagées et regarder l'avenir à l'aune des grands défis du monde du travail qui restent nombreux. L'OIT mène et mènera sans nul doute le combat de la communauté internationale pour relever les défis auxquels le monde est confronté. Ces défis ont entre autres pour nom la pauvreté et les inégalités, le chômage et l'exclusion,
la vulnérabilité et l'insécurité, les conditions inhumaines de travail, les violations des droits de l'homme, etc. Pour toutes ces raisons, le monde entier ne peut rester indifférent à la célébration de cet important événement qu'est le centenaire de l'OIT. Pour le monde syndical, commémorer c'est bien, mais il y a l'essentiel. Le gouvernement doit appliquer les conventions qu'il a lui-même signées et plus, il doit mettre tout en œuvre pour apaiser le climat social en ébullition. Le monde du travail bouillonne au Burkina. Ça chauffe de partout. Et tout le monde sait que notre pays ne peut avancer sans une paix sociale durable. Aussi, notre invite, notre demande à M. le ministre, c'est de traduire au Premier ministre notre volonté que tout soit mis en œuvre pour que la paix sociale revienne dans notre pays pour un véritable progrès social. Cette commémoration va s'étendre sur 72 heures. 2 activités sont au programme. Une rencontre qui va regrouper gouvernement, patronat et syndicats autour de la même table et une conférence publique. Le travail décent, c'est ce qui garantit aussi aux employés une meilleure protection sociale. À côté de cela, la mobilisation des recettes s'avère une nécessité pour mettre en œuvre la politique sociale du gouvernement. Et c'est fort de cette conviction que le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale a initié une formation au profit des cadres du ministère de l'économie, des finances et du développement. Jean-Hugues Bayala et Adama Koulibaly. Réunis ici à Koudougou, les cadres du ministère de l'économie, des finances et du développement s'approprient les concepts sur la protection sociale. Il est question de les outiller sur les différentes notions. Et comme le ministère de l'économie et des finances est vraiment un acteur clé, il est bon quand même qu'on puisse outiller ces acteurs-là aux questions de protection sociale. Donc tout ce qu'on veut vraiment, c'est vraiment leur permettre de comprendre ce que c'est que le concept de protection sociale et également les outils. Et également, c'est faire en sorte aussi qu'ils puissent quand même maîtriser tout ce que nous sommes en train de faire sur le terrain et nous accompagner bien sûr. Et nous accompagner, c'est surtout échanger sur les questions de financement et les questions de protection sociale. Plusieurs modules seront abordés au cours de cette session de formation de 3 jours sur la politique nationale de protection sociale. C'est d'abord les définitions. Il faudrait d'abord qu'on soit sûr que les cadres du MINEFID ont la même compréhension que nous des concepts de la protection sociale. Ensuite, on va démontrer que la protection sociale, c'est un investissement. Et c'est un puissant levier de lutte contre la pauvreté et l'extrême vulnérabilité. Et enfin, justement, il y aura une présentation capitale sur les stratégies de financement de la protection sociale. À l'issue de cette session de formation, ces acteurs devraient mieux accompagner le processus d'implantation d'un système de protection sociale durable pour faire face à la vulnérabilité ainsi qu'à la pauvreté au Burkina Faso. Et voici un groupe pour qui la protection sociale, mais aussi l'inclusion reste encore un défi à relever. Il s'agit des personnes vivant avec un handicap. L'inclusion de ces personnes est au centre d'un atelier débuté hier dans la capitale burkinabé. Il est attendu de cet atelier l'identification des opportunités pouvant permettre à ces personnes de mieux participer au développement du Burkina Faso. Yacouba Gamene et Vincent Tchendrebego. Des planifications sensibles aux personnes vivant avec un handicap, c'est l'objet de cet atelier. Il s'agit pour ces personnes responsables de la planification dans les différents ministères et institutions de penser aux personnes vivant avec un handicap dans leur planification. La formation doit les amener à plus d'inclusion sociale dans l'élaboration des politiques publiques. Cet atelier de formation est un atelier de renforcement des capacités des DGS et des responsables de planification dans les ministères et institutions de notre pays. Il est nécessaire que les personnes impliquées dans la planification puissent être outillées pour une meilleure prise en charge des droits de cette catégorie. L'atelier, organisé par le ministère en charge de la solidarité nationale, est soutenu par Light for the World, une ONG qui œuvre à la protection des droits des personnes vivant avec un handicap.
Notre mission à nous, c'est de soutenir le gouvernement pour une société inclusive, à savoir une société où personne n'est laissé en marche. Donc, promouvoir le droit des personnes handicapées, ça veut dire les prendre en compte, mais aussi leur permettre d'exercer donc leurs droits, leur potentiel. La formation doit durer 3 jours et devrait faire de ses participants des planificateurs sensibles aux droits des personnes vivant avec un handicap. Dans l'actualité également, le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes était hier au centre des métiers de Komki-Ipala. Le ministre Salifou Touré a fait le constat que ce centre est confronté à d'énormes difficultés. Il promet d'y apporter des solutions pour permettre à la soixantaine de jeunes d'évoluer dans de meilleures conditions d'apprentissage. Jean-Urbaala et Oumou Sissi. Ces apprenants en maçonnerie, coupe-couture et mécanique de roues du centre de métier de Komki-Ipala ont abandonné atelier pour accueillir un invité de marque en la personne du ministre en charge de l'entrepreneuriat des jeunes. Venu s'imprégner des conditions d'apprentissage, Salif Touré veut booster ce centre construit à l'initiative du conseil régional du centre. Vous voyez qu'il n'y a pas de clôture, les animaux errent à tout moment, il n'y a pas de sécurité pour les apprenants. Également, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de forage, etc., etc. En plus de trouver des solutions aux difficultés qui entravent le bon fonctionnement du centre, le ministre annonce une batterie de mesures au profit des jeunes burkinabés. Objectif, leur permettre de bénéficier de ce qui se fait le mieux pour apprendre et se former. Nous avons en vue donc la création donc, de l'Agence nationale de la formation professionnelle qui va regrouper tous les centres de formation professionnelle qui sont donc sur le territoire national, mais qui auront aussi à toucher les centres privés, pour qu'en fait nous puissions donc harmoniser donc les formations, que nous puissions augmenter donc le nombre de métiers dans lesquels donc les formations vont se poursuivre, mais surtout augmenter l'employabilité des jeunes. Mais nous avons aussi dans notre pipeline la mise en place donc d'équipes mobiles de formation. Et pour Salif Touré, cette formation concernera les femmes et les jeunes en vue de réduire l'exode rural. Actualité dans le monde agricole à présent et nous évoquons la campagne de relance de la production cotonnière à Houndé dans les Hauts-Bassins. Producteurs et membres du gouvernement ont échangé sur les voies et les moyens d'améliorer la production du coton. La rencontre s'est tenue le 10 mai dernier et en voici les temps forts avec Adrissa Traoré et Kadouro Menki. Le coton est vital à Houndé et pour Houndé, pour paraphraser le premier responsable communal de la ville. C'est fort de cette conviction que les producteurs de l'or blanc de la zone cotonnière de Houndé se sont mobilisés pour écouter l'équipe gouvernementale sur les nouvelles mesures initiées dans le cadre de la relance de la production cotonnière au Burkina. Un face-à-face visiblement attendu par les cotonculteurs de Houndé. Aujourd'hui, le Haut Conseil est là. Ils ont témoigné que les problèmes sont arrivés à leur niveau et ils ont examiné et voilà ce qui s'en sort comme solution. Naturellement, la Sofitex a également marqué son intérêt donc pour la consolidation de la confiance et du partenariat. À cette rencontre, plusieurs dispositions sont annoncées, entre autres le choix d'une bonne qualité des semences avec un taux de germination d'au moins 60%, la hausse du prix du coton au kilogramme qui passe de 250 à 265 francs CFA, sans oublier la subvention des prix des intrants agricoles. Ceci nous a amené à mettre 13 milliards 600 et quelques pour subventionner donc les intrants, à mettre 3 milliards 500 pour augmenter donc le prix d'achat du coton et aussi 4 milliards et quelques avec les stocks cotonnières. De quoi galvaniser les producteurs de la région cotonnière de Houndé qui se disent déterminés à atteindre l'objectif de la production assignée à la zone qui est de 135 000 tonnes pour la campagne 2019-2020, à la condition que Dame Nature se montre généreuse.
Au ministère en charge de l'agriculture, l'heure est également à l'appropriation de 2 rapports sur la déclaration de Malabo. Cette déclaration contient des engagements pris par les chefs d'État africains en 2014 pour accélérer la transformation et la croissance de l'agriculture. La rencontre de restitution regroupe les acteurs étatiques et leurs partenaires techniques et financiers. Issa Kafando, Abdullah Rasmani Zongo. S'approprier d'une part des conclusions du premier rapport biennal et d'autre part s'informer sur le processus d'élaboration du second rapport biennal de la déclaration de Malabo, c'est tout l'intérêt de cette activité qui réunit ici à Ouagadougou acteurs non étatiques, monde de l'agriculture côté gouvernement et partenaires techniques et financiers. En rappel, les chefs d'État de l'Union africaine avaient en juin 2014 fait une déclaration dite de Malabo en Guinée équatoriale et fondée sur la croissance et la transformation accélérée de l'agriculture. Cet exercice nous permettra d'identifier les faiblesses afin d'apporter les solutions, que ce soit au niveau des politiques, que ce soit au niveau budgétaire ou au niveau organisationnel ou au niveau transformation par exemple des chaînes de valeur dans l'activité agricole. Et le secteur agricole est un secteur qui est prioritaire. En examinant les différents indicateurs et essayer de voir ce que levier agir pour que la transformation de l'agriculture soit une réalité au Burkina Faso. L'implication active des différentes parties prenantes est souhaitée afin que cette rencontre de restitution tende à apporter une plus-value à l'agriculture et par ricochet facilite de meilleures conditions de vie des populations. La deuxième édition du Salon international de l'arbre se tiendra du 18 au 21 juin prochain. Le mouvement écologique du Burkina a animé une conférence de presse pour décliner les grandes articulations de ce salon. L'événement, organisé en partenariat avec le ministère en charge de l'environnement, aborde cette année le rapport entre l'arbre et le développement économique et social. Roger Kam, Zubavier David, Dabiri. La deuxième édition du Salon international de l'arbre se tiendra du 18 au 21 juin prochain. C'est l'information donnée par le comité d'organisation. À l'agenda de cette édition 2019, de nombreuses activités sont prévues. Il s'agira entre autres de sensibiliser les participants à l'utilité de l'arbre dans l'équilibre écologique pour une gestion responsable des ressources forestières. Nous cherchons à sensibiliser les citoyens sur la grande contribution de l'arbre à la survie de l'humanité, sensibiliser les différents acteurs sur la nécessité de mener des actions de protection-restauration des espèces en voie de disparition, créer un cadre d'échange multi-acteurs autour des différents usages de l'arbre, promouvoir les bonnes pratiques en matière de plantation, protection, de valorisation de l'arbre et de ses produits dérivés. Des facteurs naturels ainsi que l'homme contribuent à détruire l'environnement. Pour les conférenciers, il est temps de mesurer l'enjeu lié à la sauvegarde du patrimoine forestier burkinabé. La forte dégradation des terres, les changements climatiques, mais surtout la déforestation continue et croissante constituent de nos jours une menace sérieuse pour les populations d'arbres et donc pour le survie de l'humanité. Il est donc urgent de faire quelque chose. Au regard des dangers qui menacent la flore, le comité d'organisation entend formuler des recommandations au sortir du salon. Un plaidoyer sera également mené auprès des autorités en charge de l'environnement et des leaders de la société civile en vue de préserver la forêt, notamment celle de Koua à Bobo-Dioulasso. Dans la région du sud-ouest, le diocèse de Diebougou a célébré le week-end écoulé la 20e journée nationale de l'enseignant catholique. L'école catholique au service d'une jeunesse responsable, c'est sous cette thématique que l'événement a été célébré. Plusieurs activités étaient à l'ordre du jour, dont une messe de clôture le 12 mai dernier. Les temps forts avec Elvis Tuna et Aboubakar Traouri. Confier à Dieu l'école en général et l'école catholique en particulier, c'est l'objectif de cette messe. Une messe qui met fin à la célébration de la 20e édition de la Journée nationale de l'enseignement catholique dans les diocèses de Diebougou. 3 jours durant, élèves et apprenants des établissements catholiques du dit diocèse ont mené diverses activités, entre autres une compétition de football dénommée la Coupe de l'évêque, une exposition de produits confectionnés par les scolaires et une nuit culturelle. Vous avez dû l'apercevoir, n'est-ce pas?
cette procession avec tous ces élèves, tous ces jeunes dans les différentes tenues d'école. En tout cas, c'est un bilan très positif et nous pouvons donc en rendre grâce au Seigneur, lui dire merci, lui qui nous a permis donc de vivre ces 3 jours dans la joie et dans la paix. École catholique, l'excellence au service d'une jeunesse responsable, c'est sous ce thème que cette journée a été célébrée. Au-delà des bons résultats réalisés par ces établissements scolaires, l'Église catholique veut donc amener les élèves à être des hommes et des femmes accomplis de demain. Nous voulons former des hommes et des femmes d'aujourd'hui et de demain qui seront vraiment responsables de leur vie et de leur profession à différents niveaux et dans le quotidien de leur vie. Le diocèse de Djibougou a pour le moment réalisé 20 infrastructures éducatives, dont 7 écoles primaires et 4 établissements secondaires. Il ambitionne à court terme doter chacune de ces 14 paroisses d'un établissement primaire et secondaire. Actualité à l'étranger, au Soudan, un accord est enfin trouvé entre les manifestants et les militaires pour une transition politique de 3 ans. L'annonce est faite par le conseil militaire qui avait pris le pouvoir après l'éviction de Omar el-Béchir le 11 avril dernier. Cet accord est également confirmé par l'Alliance pour la liberté et le changement, le principal mouvement de protestation. Pour la plus grande joie de ces Soudanais, le conseil militaire et les représentants des manifestants ont trouvé comment transférer le pouvoir de l'armée aux civils à l'issue de nouvelles discussions qui ont duré moins de 48 heures. Le conseil militaire qui est au pouvoir à Khartoum depuis la destitution du président Omar el-Béchir voulait une période de transition de 2 ans. Les manifestants de 4 ans, finalement, ce sera 3 ans. Le représentant du conseil militaire, le général Atta, a précisé que les premiers 6 mois de cette période transitoire seraient consacrés à conclure des accords de paix avec les mouvements rebelles dans l'ouest et le sud du Soudan. Madani Abbas Madani, un représentant de l'ALC, l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance du mouvement de protestation, a confirmé cet accord et expliqué qu'il y aurait 3 structures, un conseil exécutif, un conseil des ministres et une assemblée législative. Omar el-Béchir, le président soudanais qui occupait le pouvoir depuis 30 ans, a été emporté mi-avril par une vague de protestations qui a commencé en décembre après le triplement du prix du pain. L'alliance de l'opposition est soutenue par ces manifestants qui campent depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum. En début de semaine, des heurts meurtriers avaient fait craindre le pire pour les négociations entre militaires et manifestants. Et puis à l'international, la crise dans le Golfe fait grimper le prix du pétrole. Des actes de sabotage ont été commis au Moyen-Orient contre des navires transportant l'or noir. Et dans ce contexte, les tensions économiques montent encore entre les différentes puissances. 4 navires mystérieusement sabotés il y a 2 jours près des Émirats arabes unis. Un oléoduc fermé en Arabie saoudite après des attaques de drones revendiquées par les rebelles houthis du Yémen. Les tensions dans le Golfe inquiètent le marché du pétrole. Le principal risque est concentré sur le détroit d'Ormuz, artère principale de la circulation de l'or noir dans le monde. L'Iran menace de le bloquer depuis que les relations se sont encore tendues avec son ennemi saoudien. Les prix du pétrole évoluent au gré des crises internationales. Le Venezuela, par exemple, comme l'Iran, est soumis à des sanctions qui l'empêchent d'exporter, privant le marché de précieux barils de brut et faisant grimper les prix. On s'arrête là pour cette édition. À suivre dans quelques instants le compte-rendu complet du Conseil des ministres avec Mounira Kéré. Le prochain journal, c'est à 22h30 avec Sanoua Christine Koulibaly. Merci de votre fidélité à la RTV.